Bien, nous allons commencer. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cette conférence débat sur après la Convention citoyenne sur le climat. Nous avons beaucoup de chance puisque cette conférence se déroule sous le signe d'une double actualité. Et vous le savez, avec bien sûr la COP26 dont nous allons parler abondamment, qui a démarré il y a quelques jours et qui s'achève le 12 novembre, hein, c'est bien ça. Et puis aussi la réunion du G20 qui s'est tenue à Rome tout récemment, et où on a traité bien évidemment également du dérèglement climatique et de ses conséquences. Ce n'est pas totalement anodin, parce qu'il faut quand même savoir que les 20 pays qui représentent donc cette institution, le G20, représentent à eux 20 quasiment un peu plus de 80% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc vous voyez l'importance. Et 3 régions ou pays d'entre eux, c'est-à-dire États-Unis, Chine et Union européenne, 50% sur les 80%. À titre de comparaison, l'Afrique, à elle seule, avec ses 54 pays, c'est 7 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous voyez un peu la nuance. Donc nous allons parler de tout cela. Je voudrais dire d'abord 2 choses. C'est que nous avons la chance d'avoir effectivement d'être en résonance avec la conférence de Glasgow, mais nous avons pas mal de personnalités et de chercheurs qui sont sur place et donc que nous aurons en visioconférence. Tout à l'heure, ce sont 2 intervenantes. Et nous avons 3 intervenants masculins, donc c'est une pure coïncidence, n'y voyez aucun problème de genre de toute nature. Hein. Voilà, je réponds par avance à une première question, c'est une coïncidence. Voilà, mais nous accueillons tout le monde bien volontiers. Bon, ceci étant dit, je voudrais peut-être prendre quelques minutes pour planter le décor de notre discussion. Donc le thème, c'est après la Convention citoyenne sur le climat. Vous savez qu'elle s'est déroulée, elle est à l'initiative du président Macron qui a décidé de lancer cette idée qui a été retenue. On a donc rassemblé 150 personnes tirées au sort de tous horizons, toutes origines, voilà, et qui ont planché très sérieusement, hein, je crois pouvoir le dire, tout le monde l'a reconnu pendant 9 mois, et qui ont sorti donc un certain nombre de propositions. Je les ai ici, c'est un gros volume, mais vous les trouvez sur Internet, dont le président a retenu initialement 149, dont il avait dit qu'il donnerait une suite qui serait soit sous la voie administrative, mais surtout parlementaire, voire référendaire. Et dans la réalité, le référendum, on a laissé tomber, finalement, c'est passé au Parlement, et sous la forme d'une loi, la loi climat et résilience, qui a été votée à l'été dernier, là, tout récemment, avec pas mal de difficultés et de réprimandes, dans la mesure où, après la Convention citoyenne et ce qu'il y avait dans la loi, qui retenait en fait une 60aine des propositions initiales, hein, 60 sur 149, c'est vrai que un certain nombre de gens ont dit, bon, d'abord il y a ceux qui étaient tout à fait pour et qui disaient, finalement c'est un succès, on a bien avancé, et les autres qui disaient, oui, mais encore une fois, on a avancé à petits pas, et c'est sans aucune mesure avec l'ampleur de ce qui nous attend, et donc c'est encore trop peu et trop tard. L'ampleur qui nous attend, c'est vrai qu'il y a urgence. Et je ne vais pas faire la litanie de toutes les catastrophes climatiques de ces dernières années et surtout ces derniers mois, à savoir la sécheresse, les inondations, les ouragans, les glaciers qui fondent, etc. Et donc une vraie interrogation sur cela. Sachant aussi au demeurant qu'il y avait une urgence, c'est vrai, mais j'ai envie de dire c'est une urgence qui dure, parce qu'elle dure depuis 50 ans quand même. Hein. Il est amusant, vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps du rapport Meadows, qui est un peu réhabilité. C'est un rapport qui avait été établi par des chercheurs du MIT aux États-Unis en 1971. Et on l'avait intitulé, il a suscité beaucoup de contestations, il s'intitulait initialement Limiter la croissance, et on l'a appelé Halte à la croissance. Donc beaucoup de gens sont intervenus en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, on nous annonce l'apocalypse. Et puis, finalement, il a été un peu laissé de côté. Donc, on est en 1971. Et pour faire un saut dans le temps, 1972. Et pour faire un saut dans le temps, on arrive 20 ans plus tard, en 2002. Et vous vous souvenez certainement de la phrase de Jacques Chirac au sommet de Rio à cette époque, et disant « Notre maison brûle et nous nous regardons ailleurs ». C'est une phrase que l'on doit d'ailleurs à un de ses conseillers de l'époque, qui n'était autre que Nicolas Hulot. On oublie de le dire de temps en temps. Donc on est 30 ans après le rapport Meadows, qui disait il faut essayer de faire attention à quelle forme de croissance nous voulons avoir,
Et il mentionnait un point qu'on oublie un peu souvent, il parlait aussi de démographie. Il disait d'autant plus qu'on va être nombreux dans quelques temps. Et effectivement, vous savez que dans toutes ces discussions, on met un marqueur en 2050. Pourquoi en 2050? C'est parce que nous serons, en principe, 10 milliards de terriens, contre à peu près 8 milliards, un peu moins aujourd'hui. Donc 2 milliards de plus à l'horizon 2050. Donc 10 milliards de personnes qui vont produire, consommer et polluer. Sachant que tous ne polluent pas de la même façon. On ne pollue pas de la même façon aux États-Unis qu'au Bangladesh, à l'évidence. Donc, depuis, voilà, on en est là. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans après, quasiment 19 ans après la célèbre phrase de Jacques Chirac, et on en est un petit peu au même point. Et on est tenté de se dire, ben, finalement, ça n'avance pas. Et peut-être que finalement, on ne savait pas. Mais si, on savait. Parce que parallèlement, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, et c'était la création de ce fameux GIEC, vous le savez, le groupe international des chercheurs sur le climat, et qui n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un petit groupe qui se réunit dans un coin et qui travaille sur un coin de table, pas du tout, ce sont 2500 chercheurs qui présentent 60 pays et qui produisent des rapports de plus en plus éloquents et de plus en plus alarmants. Il y en a eu 5 ou 6 à ce jour, et le dernier c'était en juin 2018, et plus récemment, on préfigure de celui qui va sortir bientôt et dont on sait déjà que là, il tire la sonnette d'alarme de plus en plus de façon véhémente en disant si on ne prend pas les mesures adéquates, là c'est clair, c'est qu'on va vers une catastrophe et surtout vers des dégâts qui seront irrémédiables. Il parle du climat, il parle de la biodiversité et c'est quand même très très sérieux comme pronostic. Donc on en est là et on a envie de se dire mais finalement... Et parallèlement, donc ça c'est le GIEC, ça c'est les chercheurs sous l'égide de l'ONU, et il y a bien sûr les COP. Les COP, aujourd'hui c'est la COP 26. COP, ça veut dire, c'est la traduction française du terme anglais, conférence des parties. Hein. COP, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, c'est bien ça, conférence des parties. La première avait eu lieu en 1994, la première. Et donc ça s'est suivi quasiment toutes les années, sauf, là il y a eu l'année de la Covid, et donc aujourd'hui on est en COP 26, avec cette interrogation de se dire, une fois encore, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va aborder et prendre des engagements fermes? Il faut voir un peu ce que donnent les travaux, on va en parler tout à l'heure, les travaux à ce jour de la COP 26, dans la mesure où là aussi la mise en garde est très ferme. On ne tiendra pas les engagements de la COP 21 qui s'est déroulée en décembre 2015, patronnée par la France, et qui disait il faut tout faire pour éviter qu'on ait un dérèglement, une hausse des températures de 2 degrés à l'horizon 2030-2040, si possible 1,5 degré, et vraiment pas plus, parce que sinon on ne pourra pas maîtriser. Or actuellement, si on reste sur la même tendance, nous sommes à 2,7 degrés d'augmentation à l'horizon de 30-40. Donc vous voyez, et quand je dis 30-40, 30, c'est 2030, c'est demain, tout de suite. Donc voilà un peu le signal d'alarme qui a été tiré et qui oblige à revoir un peu tout ça. Alors, on est tenté de se dire, mais oui, bon, tout ça, ce sont des instances internationales, multilatérales, gouvernementales, mais nous, le commun des mortels, nous, les petits citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Bon, eh bien, les petits citoyens, je dirais, ils donnent de plus en plus de la voix, et vous savez tous, c'est toutes ces discussions de plus en plus fermes et véhémentes, y compris dans la rue, y compris de la part de la jeunesse, y compris quelque part devant les tribunaux, pour dire, nous êtes partie prenante. Donc, on va aborder cette question qui est très importante à mon sens, c'est de savoir comment nous pouvons nous faire représenter, comment notre voix peut porter à travers des instances qu'il faut peut-être inventer au regard de ce qu'on appelle la démocratie participative et dont la Convention citoyenne sur le climat a été une illustration avec des hauts et des bas, mais qui reste un marqueur encore en termes de consultation populaire. Pour parler de tout ça, nous avons la chance d'avoir avec nous, je suis désolé, je m'y perds dans mes fiches. Oui, nous aurons en visio donc de Glasgow Laurence Tubiana. Laurence Tubiana est économiste, universitaire et diplomate. Elle est actuellement présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat. Elle a coprésidé la Convention citoyenne sur le climat dont je parlais tout à l'heure, coprésidée avec Thierry Pech. Et elle a été ambassadrice pour la France à la COP 21, la fameuse COP qui aboutit à l'accord de Paris en 2015. Nous avons ensuite Benoît Leguet, qui est polytechnicien. Il est directeur général de l'Institute for Climate Economics. Il est membre du Conseil économique de développement durable et de la fondation Good Planet. Nous reviendrons ensuite en vidéo avec Laurence Beaune, qui est économiste, spécialisée sur les questions macroéconomiques.
Laurence Beaune est actuellement chef économiste à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui compte plus d'une trentaine, 35 pays industrialisés. Elle était auparavant chef économique également, mais au groupe d'assurance AXA. Elle a été conseillère spéciale de François Hollande durant son mandat au titre d'affaires économiques européennes et multilatérales. Nous donnons ensuite la parole à Adrien, qui est à côté de moi, Adrien Fabre, qui est normalien, doctorant de l'École économique de Paris, chercheur post-doc à l'ETH de Zurich, et qui est spécialisé sur le changement climatique, auquel il a consacré sa thèse, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et nous aurons, pour parler de démocratie, participation, etc., Florent donc, Augagneur, qui est philosophe des sciences, qui est actuellement vice-président d'une institution importante, qui est la Commission nationale du débat public, par rapport à notre discussion. Il a été conseiller scientifique à la Fondation pour la nature de Nicolas Hulot et ancien directeur des études de la Fondation Terra Nova. Je m'arrête là et je voudrais tout de suite donner la parole à Laurence Tubiana, en direct de Glasgow, pour... Vous êtes là, Laurence? Oui, tout à fait. Bonjour, Laurence. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous présentais tout à l'heure en disant que vous avez été vous êtes occupé à la fois de la Convention citoyenne sur le climat, mais également de l'accord de Paris. Donc, il est intéressant de vous entendre pour savoir un peu quels enseignements vous tirez de tout cela. Et au passage, vous avez commis un article hier dans Le Monde, un peu sur tous ces thèmes, et vous étiez assez critique sur la nécessité de prendre cette fois des engagements fermes et précis et de jouer sur une solidarité réelle. Voilà, je vous donne la parole, Laurence. Merci beaucoup. Merci. Merci, excusez-moi, parler trop à Glasgow enlève la voix. C'est la température. Alors, c'est vraiment, quand on regarde un peu toutes ces choses, et peut-être le premier message que je peux dire, c'est que ces conférences des partis, bon, évidemment avec le très grand succès de l'accord de Paris qui est la référence de l'action climatique pour tout le monde maintenant, pour des gouvernements comme pour des investisseurs et des entreprises et des villes et des États au niveau sous-national. Donc ça, c'est bien, on a une feuille de route, on a des objectifs en termes de température, des objectifs en termes de réduction des émissions. Ce qui s'est répandu, Dieu merci, depuis Paris, c'est l'idée qu'on doit être à zéro émission nette, c'est-à-dire la différence entre les émissions d'origine humaine et la capacité de la nature ou éventuellement des technologies, si on arrive à extraire le carbone de l'atmosphère, que tout ça doit être à zéro et ensuite même négatif au milieu du siècle. Donc, de certains points de vue, on a des objectifs clairs de température, très en dessous de 2 degrés, 1,5 degré si on peut, et il faut, parce que c'est beaucoup plus, ça limite beaucoup les risques du changement climatique. Et donc, quand je regarde un peu le chemin parcouru de Paris à Glasgow, ce que je vois, c'est qu'au fond, parce que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, très largement, les émissions mondiales ont continué à augmenter, elles ont rebondi après la période de crise sanitaire aiguë. Elles sont maintenant, pour l'instant, les trajectoires, on a eu quelques bonnes nouvelles à Glasgow, si en tout cas les gouvernements font ce qu'ils disent, ce qui est quand même maintenant la question principale, la réalité de la mise en œuvre des engagements, puisque tout de même ceux qui ont été pris à Paris pour l'instant ne sont pas encore remplis, loin de là. Donc on a un sentiment où au fond, à la fois on voit l'évolution des choses, la conscience du changement climatique, la perception, malheureusement évidemment, parce que c'est très concret maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et en même temps beaucoup de promesses, et me semble-t-il, du coup, une grande question sur la vérité et la crédibilité de tous ces engagements. Et je crois que s'il y a un mot pour moi qui est important, et ça se relie avec ce que peuvent faire les citoyens, ce que peut faire la démocratie délibérative, c'est qu'on a vraiment besoin d'un jeu de pression pour que les gouvernements fassent ce qu'ils se sont engagés à faire, que les entreprises fassent ce qu'elles se sont engagées à faire, et aussi tout le système financier qui est évidemment tout à fait central dans ce contexte. Alors pourquoi je pense que les citoyens sont importants? Parce que, au fond, en réfléchissant, on voit bien que les gouvernements, avec leur durée de vie plus ou moins longue, répondent, et c'est très classique quand on analyse la théorie des organisations, ils répondent évidemment plus facilement à des intérêts organisés qui leur présentent des solutions, des impossibilités,
qui disent qu'on peut faire ceci ou cela ou pas, que ça va créer telle crise économique, crise de l'emploi ici ou là. Alors c'est quand même l'argument très largement sécurité énergétique, emploi, tout ce qu'on entend en général du point de vue des acteurs économiques. Et qu'au fond, pour imaginer ce futur, cette transition qui est très profonde auquel on doit arriver, c'est très difficile d'aller à émissions net zéro en 2050. C'est des changements systémiques. Et au fond, ce que je constate, c'est qu'il y a besoin d'accroître, d'agrandir l'espace politique dans lequel les gouvernements raisonnent. Il faut qu'ils puissent sentir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui veulent ce changement, qui le comprennent, qui peuvent en être aussi les acteurs. C'est pour cela que je pense que l'évolution vers une démocratie plus délibérative, où les citoyens se sentent en situation de réflexion, de décision, au fond d'être aussi ces acteurs de changement, me paraît être la condition de ce changement très profond. Sinon, on aura toujours beaucoup de raisons de ralentir, beaucoup de raisons de dire que ça n'est pas possible. Et il y a un choc de conscience entre ce mur du changement climatique. Non seulement il se rapproche, mais il est déjà là. Il est déjà là. Et en même temps, l'idée qu'on ne peut pas faire ce changement rapidement. Et je pense que c'est largement la pression citoyenne, sous toutes ses formes, de la délibération aux jeunes qui défilent dans la rue, qui va faire agrandir un peu l'espace de réaction des gouvernements. Je prends un exemple très précis pour Glasgow aujourd'hui. On a eu il y a beaucoup d'annonces des institutions financières, enfin notamment des investisseurs privés, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des banques, qui promettent d'être à net zéro en 2050 ou même avant. Certains disent qu'ils sont déjà à net zéro en 2050 aujourd'hui parce que au fond, chacun est en train d'acheter des crédits carbone sur le marché, notamment de ce qu'on appelle les offsets. Et il y a vraiment, aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin de crédibilité, de mesure, au fond, de tous ces efforts, de sérieux. Et au fond, c'est peut-être ça qu'il faut, il faut arriver. Alors, là, il se trouve que ce sont des jeunes qui ont défilé dans la rue hier pour dire bon, mais en fait, c'est pas sérieux. C'est pas vrai que les entreprises pétrolières et gazières aujourd'hui sont neutres en carbone. Ça n'est pas vrai. Pour l'instant, elles prennent pas les moyens. Donc, soyons sérieux, soyons honnêtes. Et au fond, ce peuple, ces peuples, c'est peut-être la meilleure, une des garanties. C'est pas la seule, évidemment. Il y a la démocratie représentative. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent retenir, pousser chacun à être vrai, à être sérieux, à délivrer sur les engagements. Mais c'est cet équilibre des forces qu'il faut peut-être repenser pour pouvoir assurer cette transition très profonde auquel nous sommes conduits. Et nous n'avons pas le choix. Donc, je pense qu'au fond, il faut compter sur tous ceux qui veulent aller en avant, aller de l'avant. Et alors, je ne sais pas, je ne peux pas être trop longue, mais je ressens ça très profondément. C'est ce que m'a apporté la Convention citoyenne, ce que m'a apporté d'ailleurs les négociations d'accord de Paris. S'il n'y a pas de confiance des acteurs les uns avec les autres, entre les uns et les autres, on ne peut pas enclencher cette coopération qui est absolument vitale pour assurer et conduire cette transition. Car si on est, j'en finirai là, dans un jeu de contractuel, dans un jeu de chantage, dans un jeu où je fais ceci si tu fais cela, on ne peut pas négocier avec le climat. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut pas négocier avec le climat. On peut pas. Le climat nous impacte tous. Ça n'est pas une transaction. Ça n'est pas si la Chine fait ça, les États-Unis vont peut-être faire ça. Je ne veux pas faire plus vite que toi, ce qui est très souvent le cas dans les négociations internationales. Mais ça n'a pas de sens vis-à-vis des grands problèmes communs que sont le climat, mais c'est vrai pour la biodiversité, et on l'a vu d'ailleurs, c'est vrai pour la pandémie. Donc, élargissons l'espace politique, c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est l'une des grandes solutions pour qu'on arrive à délivrer cette transition. Merci. Merci beaucoup, Laurence. On reviendra vers vous tout à l'heure avant, parce que je crois que malheureusement, vous devez nous quitter à midi, c'est bien ça, pour voir si vous voulez réagir à tout ce qui sera dit. Mais on va s'en tenir là pour l'instant. Juste une question, si vous le permettez, puisque vous dites que, en gros, c'est pas tout de faire des engagements, il faut qu'ils soient tenus. Et pour qu'ils soient tenus,
qui tient ses engagements? Est-ce que si le pouvoir politique n'est pas au rendez-vous, est-ce que c'est la rue qui doit l'être? Deuxièmement, vous avez quand même des absents marquants à cette COP26 au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Les Chinois ne sont pas là, les Russes ne sont pas là, les Turcs ne sont pas là, les Brésiliens sont représentés, je ne sais pas, ils étaient au G20, mais quand on entend le ministre de l'Environnement brésilien nous dire qu'il s'engage fermement à lutter contre la déforestation de l'Amazonie, ça fait au moins sourire. Donc, cette question, est-ce que vraiment vous polarisez sur la société civile qui doit être le contrepoids de ce qui ne se fait pas au niveau politique? Non, c'est un des contrepoids, ça ne peut pas être le seul. Et au fond, ce qu'on doit faire maintenant, c'est, je dirais, faire évoluer ce système de gouvernance mondiale, qui est largement aujourd'hui un système entre gouvernements, pour inclure tous les autres acteurs dont on a besoin. On a besoin des financiers, on a besoin des banques, on a besoin des entreprises. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour que chacun tienne ses engagements. Et personne ne peut être jugé parti, hein, c'est quand même une des règles de base. Donc, on a besoin de mécanismes qui complètent. On a besoin d'éclaircir le rôle des régulateurs, que sont les banquiers centraux, par exemple. Mais donc, on a besoin de repenser le système across the board. Jusque-là, le climat, ça a été une affaire de négociation entre gouvernements, dans le cadre de ces conférences des parties. Mais maintenant, le climat, c'est des décisions qui touchent partout et tout le monde. Donc, on a besoin de repenser le système de vérification, de mesures. Alors, certaines institutions sont déjà là, il faut les utiliser. Je parlais des banquiers centraux qui maintenant intègrent ces questions, vont intégrer de plus en plus ces questions du climat. Mais il y en a d'autres. Et ce pourquoi je plaide, et Antonio Guterres d'ailleurs a annoncé lundi son souhait de créer un groupe d'experts pour réfléchir à qu'est-ce que ce seraient ces institutions, ces mesures de gouvernance pour tous les non-partis à l'accord de Paris, parce que ce ne sont pas des gouvernements, mais qui sont tout à fait importants dans la mise en œuvre. Donc la société civile, c'est une partie, mais ça ne peut pas être la seule. Ça, c'est une responsabilité beaucoup trop grande, et la société civile n'en a pas les moyens. Ce que fait la société civile, c'est signaler qu'il y a des problèmes justement de crédibilité et qu'il faut les résoudre. Merci beaucoup. On va poursuivre, je me tourne vers vous, Benoît Leguet. On va voir un petit peu ce que font les uns et les autres dans la suite de ce que vient de dire Laurence Tubiana et parler par exemple un peu de la France peut-être. Hein. La France n'est pas tout à fait le plus mauvais élève de l'Europe, mais elle n'est pas non plus nécessairement au rendez-vous. Et j'en veux pour preuve, vous savez, une institution qui a été créée également par le président, qui est le Haut Conseil pour le climat, qui a rendu un 3e rapport plutôt sévère en disant que de toute évidence, on ne va pas dans le bon sens, quoi. Je vous en prie, Benoît. Oui, alors Benoît Leguet, je dirige donc l'essentiel de mon activité professionnelle. Je dirige un think tank qui s'appelle l'Institut de l'économie pour le climat, donc I4CE, think tank qui a été créé par la Caisse des dépôts, l'Agence française de développement et qui a été rejoint par d'autres depuis. Et puis, dans mon temps libre, je dédie un petit peu de temps à d'autres mandats du type Haut Conseil pour le climat, également Comité Queré pour l'évaluation du plan de relance. Et puis, j'ai eu le privilège et le plaisir de participer à la Convention citoyenne pour le climat, pas en tant qu'un des 150, mais en tant que membre du groupe d'appui, donc les experts qui étaient chargés d'éclairer, d'informer les décisions, enfin, disons, d'aider les citoyens à objectiver leurs propositions sans pour autant les influencer. Donc, exercice un petit peu délicat, mais en tout cas, j'ai eu le privilège de voir la Convention de l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous parler d'un sujet qui va peut-être vous sembler très très loin de la Convention citoyenne pour le climat, c'est le budget de l'État. Pourquoi je vais vous en parler? C'est parce qu'en fait, il me semble qu'un des principaux apports de la Convention citoyenne, et ça, en tout cas ce que j'en retire moi, c'est que ça a mis en lumière le déficit de pilotage de la transition par les pouvoirs publics. Et en disant ça, je ne jette pas la pierre à un gouvernement particulier. En gros, il n'y a pas d'outil de pilotage de la transition au niveau des pouvoirs publics. Il n'y en a jamais eu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut en mettre, parce qu'on le sait. Donc, autant essayer de le faire. Mais en tout cas, c'est peut-être ça le principal enseignement que j'en tire. Et donc, je vais vous parler budget de l'État parce que je travaille sur les questions économiques et financières, les questions de financement de la transition. Donc, c'est ce que je regarde. Et il me semble que le budget de l'État, c'est une façon de piloter l'action publique. Et on va essayer de faire le lien entre budget de l'État et convention citoyenne. Alors, peut-être en termes de contexte, déjà pour donner quelques éléments, je vais enfoncer quelques portes ouvertes au début. La France est en retard sur ses engagements climatiques. Alors, elle fait peut-être partie des meilleurs élèves, mais elle est néanmoins en retard. Pas par rapport à ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète, mais déjà par rapport à ses propres engagements climatiques. Si on regarde deux indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre, on est en retard. Et puis un autre indicateur qu'on aime bien regarder à l'Institut de l'économie pour le climat, c'est les investissements. Alors pourquoi on regarde les investissements? C'est parce qu'en fait, pour assurer cette transition, il va falloir de l'investissement.
Il va falloir par exemple investir dans de la rénovation énergétique des bâtiments, il va falloir investir dans des infrastructures de transport. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas que des investissements, il faut aussi des changements de comportement. Et je vous dirais, oui, il en faut. Mais pour ça, il faut aussi de l'investissement. Si vous voulez que les gens prennent des vélos, il faut des pistes cyclables. Si vous voulez qu'ils chauffent moins chez eux, il faut de la rénovation énergétique, etc., etc. Si vous voulez qu'ils prennent les transports en commun, il faut qu'il y en ait. Donc pour tout ça, il faut de l'investissement. Accessoirement, les investissements d'aujourd'hui, ce sont les émissions de demain. Donc en regardant les investissements d'aujourd'hui, on peut à peu près savoir quelle va être la tronche, entre guillemets, des investissements à horizon, des émissions à horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, et savoir si on est à peu près en ligne pour nos objectifs climatiques. Donc je vous dis tout ça parce que je vais beaucoup vous parler investissement, et quand il y a de l'investissement, en fait, de deux choses l'une. Soit c'est de l'investissement public, auquel cas il faut de l'argent public, désolé pour les portes ouvertes que j'enfonce, soit c'est de l'investissement privé. Et en fait, souvent, il faut de l'argent public également derrière pour accompagner les acteurs qui font ces investissements privés. Il va falloir beaucoup d'investissements privés, mais aussi de l'argent public, et ça, il ne faudra pas l'oublier. Et donc, quand on parle argent public, on parle budget. Alors, avant de parler de dépenses, je vais parler des recettes, du truc qui n'a pas été abordé par la Convention pour des raisons qu'on peut comprendre, la fiscalité, et notamment la fiscalité carbone. En tout cas, dans les propositions, il n'y avait pas de proposition, j'allais dire, très étayée sur la fiscalité carbone pour des raisons qu'on peut comprendre. Quand on regarde la genèse de la Convention citoyenne pour le climat, on a des objectifs climatiques, on a mis en place donc une commission d'experts qui a élaboré une valeur tutélaire du carbone qui doit être la valeur un peu guide de l'action publique permettant de savoir ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À un moment, il y a quelqu'un qui a eu une idée peut-être hasardeuse qui s'est dit « Tiens, la valeur tutélaire du carbone, on va dire que ça va être la trajectoire de la contribution énergie-climat de la fameuse taxe carbone. » Et donc ça c'est peut-être une petite erreur, on a confondu deux choses, une valeur tutélaire, je pourrais revenir dessus dans les questions, et une taxe. Et donc à partir de là, on a une trajectoire de la taxe qui monte, et puis on oublie au passage deux choses. La première chose, on oublie que c'est pas tout de mettre en place une taxe, ça c'est le côté incitation, mais il faut également accompagner les ménages, les entreprises, les collectivités, afin de les aider à sortir, disons, à échapper à la taxe, en réduisant leurs émissions, ce qui est quand même un petit peu l'objectif. Les accompagner, ça veut dire finalement les aider à acquérir des véhicules propres, à rénover leur logement, etc. C'est un peu le S de solidaire dans MTES, on a un petit peu oublié ça. Et la deuxième chose qu'on a complètement oublié, c'est le narratif. Le narratif, c'est finalement l'État prélève de l'argent au nom du climat, ça fait des recettes, à peu près 10 milliards d'euros, à quoi sert cet argent ? Pourquoi faire, etc. Et donc forcément, vous mettez en place une taxe qu'en plus vous augmentez au fil du temps, vous oubliez entre guillemets de raconter aux gens à quoi ça sert, et vous obtenez à peu près, et puis vous leur offrez pas vraiment d'alternative, etc. Et vous obtenez à peu près ce qui s'est passé, c'est-à-dire gilets jaunes, grand débat et Convention citoyenne pour le climat. C'est un cocktail à peu près malheureusement inévitable. C'est facile à dire ex post. Dans le feu de l'action, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, j'en viens quand même maintenant au budget, mais du côté dépenses. Et là, je vais essayer d'être assez rapide. Quand on s'est amusé avec quelques collègues du groupe d'appui, on s'est amusé à chiffrer, entre guillemets, à chiffrer les propositions des 150, savoir quel était l'impact pour les finances publiques. Et la grande surprise, on a essayé de chiffrer ce qu'on a pu chiffrer, on a trouvé à peu près 6 milliards d'euros de dépenses publiques additionnelles. Alors en fait, c'est 13 milliards d'euros de dépenses publiques additionnelles et 7 milliards d'euros de recettes fiscales additionnelles à court terme. En tout cas, donc on s'est dit, tiens, 6 milliards en net, alors 13 moins 7, c'est quand même pas énorme, c'est un peu l'épaisseur du trait de crayon, c'est pas nul, mais en même temps, c'est pas un plan Marshall. 6 milliards d'euros, c'est quelque chose qui est tout à fait arbitrable par un gouvernement. La suppression de la taxe d'habitation de mémoire, ça coûte à peu près 16 milliards d'euros aux finances publiques. Il n'y a pas besoin d'une convention citoyenne pour faire ça. Ça s'est fait, c'est une décision, boum, ça passe dans le projet de loi de finances, et boum, ça passe au Parlement, c'est bon. Donc, quelque part, il n'y a pas forcément besoin d'un plan Marshall à court terme, je vais revenir dessus, pour régler le problème, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a chiffré encore une fois ce qu'on a pu, mais en fait, l'essentiel de ces dépenses supplémentaires, c'était lié à la rénovation énergétique des bâtiments. Les 150 proposaient d'aller bien au-delà de ce qu'il y avait dans la stratégie nationale bas carbone, et notamment de rénover l'ensemble du parc public et privé à horizon 2040. Et selon là où on met le curseur, donc ils proposaient d'aider les plus modestes, etc., selon là où on mettait le curseur, nous on avait chiffré leur proposition à peu près à 11 milliards. Évidemment, plus on aidait de gens, plus ça coûtait cher, et ça pouvait coûter jusqu'à 40 milliards d'euros par an, ce qui là aurait pu commencer à poser des problèmes. Je ne suis pas certain, mais c'est une opinion qu'ils fassent par ailleurs aider tout le monde. Des CSP+, n'ont pas forcément besoin d'être aidés pour ça, mais par contre les premiers déciles peut-être un petit peu plus. C'est un avis personnel, en tout cas, voilà, eux ils avaient fait un truc, 11 milliards, et c'était, me semble-t-il, relativement raisonnable. Alors,
Ça, c'était donc 13 milliards, enfin 13 ou 6, ça dépend comment on compte. Et en fait, on a ensuite regardé dans quelle mesure le plan de relance, la loi climat et les projets de loi de finances depuis la Convention citoyenne ont contribué finalement, ont répondu aux demandes des citoyens. Alors, ce qu'on trouve, c'est quand même pas mal axé plan de relance, hein, ce qui a pas mal structuré les projets de loi de finances 2021, enfin 2020, 2021, 2022, ou les lois de finances rectificatives. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, dans les réponses du gouvernement et dans ce qui a été proposé au Parlement et parfois voté, on a un accord à peu près entre la Convention citoyenne et le gouvernement sur les montants, mais pas forcément sur la nature de la dépense. Si je les passe à l'une par une, vélo, il y a un accord entre, on va dire, plan de relance et loi de finances et les citoyens. Ferroviaire, des moyens à peu près similaires, mais néanmoins les citoyens proposaient de le dépenser différemment. Le gouvernement, en gros, compte dépenser l'ensemble des moyens supplémentaires sur les investissements dans les infras. Les citoyens avaient proposé en plus de faire une baisse de la TVA sur les billets de train, pour favoriser, disons, l'accès au train. Bon, je pourrais passer tout ça en revue. Il y avait également la rénovation des logements. Alors c'est là où finalement il y a un gros décalage entre ce qui était demandé par les citoyens et ce qui est proposé et mis en œuvre par l'exécutif et par le Parlement. En fait, donc les citoyens demandaient à peu près 11 milliards d'euros par an, à grosse maille, à court terme. Et quand on regarde ce qu'il y a dans le plan de relance, il y a 1 milliard d'euros. Alors de 11 à 1, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit delta. En fait, alors on peut essayer de l'expliquer en se disant que le milliard d'euros que propose le gouvernement, c'est plus pour lancer la machine et faire en sorte de structurer l'offre de rénovation thermique des logements avant de déployer la demande, histoire d'éviter d'avoir des rénovations hasardeuses qui nous éloigneraient de nos objectifs climatiques au lieu de nous en rapprocher, tout en réduisant les émissions. Donc voilà, je pourrais détailler un petit peu tout ça, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du mieux. Il y a du mieux grâce au plan de relance, grâce aux lois de finances successives, mais on est encore loin du compte. Alors pourquoi on est loin du compte? C'est parce qu'en fait, il y a un petit sujet. Les besoins d'argent public pour le climat vont augmenter. Et quand je dis ça, je ne suis pas un dépensiste forcené, hein, je ne dis pas il faut augmenter la dépense publique, point. Mais en fait, je constate que les dépenses pour l'argent public vont augmenter pour une raison relativement simple. D'une part, la stratégie nationale bas carbone, ce qui est prévu dedans, c'est de déployer davantage de rénovation, de véhicules propres, etc. Et donc ça va coûter parce qu'il va falloir soit faire de l'investissement public, soit accompagner des acteurs privés qui vont en faire de plus en plus. Il va falloir mettre de l'argent public. Deuxième chose, il y a même 3 raisons. Deuxième chose, on est en train de passer au niveau européen de moins 40 à moins 55% en 2030. Pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre que les besoins d'investissement privé et public, et donc a priori les besoins d'argent public vont augmenter. Et puis troisième chose, là on parle des objectifs, mais il y a une question de mise en œuvre. Plus on attend dans la mise en œuvre, et là j'espère que vous le comprendrez, en fait, plus le mur d'investissement devient vertical quelque part, plus il se rapproche. Et donc à un moment, ça va devenir quelque chose d'assez mouse costaud. Nous on a chiffré à horizon 2028, c'est-à-dire demain, les besoins d'investissement privé et public à 80 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros. Comment fait-on pour passer en à peine 8 ans de 40 à 80? Vaste question. Et dedans, il y aura de l'argent public. Et donc, je finis là-dessus. Il me semble, et c'est peut-être ça qui manque, et c'est ça en tout cas, c'est vraiment l'enseignement que je retire de la Convention. La Convention, ils ont eu le grand mérite d'essayer d'aller voir au-delà de l'exercice budgétaire annuel et d'essayer de voir un petit peu plus loin, d'essayer de chiffrer, de porter des chiffres dans le débat public sur combien ça pourrait coûter. Et on voit que ce n'est pas énorme à court terme. À moyen terme, ça monte quand même assez vite, et ça monte d'autant plus vite qu'on ne fait pas les choses à court terme. Moi, je me dis, ça serait peut-être pas mal que l'État se dote d'une capacité également d'évaluer quels sont les besoins d'argent public à moyen terme et à plus long terme. Aujourd'hui, c'est un exercice qui n'est pas fait. On a une annualité budgétaire. Si on demande à l'État, en général, combien d'argent public dans 5 ans, dans 10 ans et même dans 20 ans, la réponse est « je ne sais pas, on verra ». C'est pas comme ça qu'on pilote. La transition, on ne va pas y arriver par hasard. On a un objectif de neutralité carbone, on ne va pas y arriver par hasard. Il faut quand même un peu d'ordre, un peu de méthode. Ce qu'on a proposé au niveau de l'Institut, c'est que l'État se dote d'une stratégie climat des finances publiques. Donc en gros, sache combien d'argent public, pourquoi faire, etc. Et puis, quitte à faire une stratégie climat, autant l'encapsuler, je ne suis pas juriste, hein, donc je laisserai les personnes plus juristes que moi là-dessus, l'encapsuler dans un véhicule que je vais appeler loi de programmation des finances publiques pour le climat, histoire d'avoir un grand débat au moins une fois par quinquennat au sein du Parlement, et que quand on vote une stratégie nationale bas carbone, une programmation pluriannuelle de l'énergie, un plan national d'adaptation au changement climatique, on vote en même temps les moyens qui vont être alloués à la mise en œuvre. Histoire qu'on ne se retrouve pas ensuite en train de dire « Ah ouais, on a voté les objectifs, on ne sait pas comment les faire, et finalement on ne va pas y arriver, on va revoir les objectifs à la baisse ou à la hausse ».
Voilà. Je ne sais pas comment marcherait ce truc, mais je me dis qu'il y a certainement un grand mérite à faire ça, à casser un peu l'annualité du budget de l'État. Les citoyens ont un petit peu montré la voie et je suis certain que 577 députés peuvent faire au moins aussi bien que 150 citoyens. Merci Benoît. On poursuivra parce que c'est important ces questions économiques et quelquefois on les laisse un peu de côté et c'est fondamental. Adrien parlera aussi de ça tout à l'heure, mais elles sont importantes. Il me revient en mémoire en vous écoutant ce propos un peu sarcastique j'ai oublié, qui disait oui, tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle. Et là, on est un peu, tout le monde veut sauver la planète, mais peu de gens veulent payer pour la planète. Hein. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc je fais une transition qui n'en est pas une, en poursuivant sur ces questions économiques avec Laurence Beaune, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, chef économiste à l'OCDE. Il est évident que l'OCDE travaille au sujet, le G20 également, on en a parlé tout à l'heure à propos de la réunion qui s'est tenue récemment, et il y a aussi une dimension, certainement que Laurence va évoquer, une dimension européenne, puisque vous le savez que la Commission européenne a lancé un pacte vert dont vous allez certainement nous parler. À vous Laurence, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Je regrette d'être à Lyon. Et c'est un honneur. Je pense qu'il faut insister sur le fait que, pour commencer, rendre hommage à Laurence qui est en visio avec nous, sans qui vraiment ces discussions ne seraient pas possibles aujourd'hui. Pour l'avoir vu parcourir la planète avec même un pied cassé pour la COP21, je pense que ça a été vraiment un pilier dans la lutte contre le climat. Alors on essaye un peu plus modestement, et après Laurence l'a bien dit, de remobiliser effectivement à la fois les pays et les forums internationaux. Et aujourd'hui, je voudrais faire 3 points avec vous. Le premier, c'est, et ça a été un peu évoqué par Laurence et Benoît, on voit tous les engagements des pays parfois augmenter, mais ça devient même dur d'arriver à avoir un engagement un peu plus fort en dépit d'urgence que Laurence soulignait. Et comme elle le disait plus tôt, on n'y est pas. La deuxième chose, et c'était peut-être un peu plus le propos de Benoît, et je reviendrai là-dessus, pour l'instant, on voit très peu de pays en fait qui ont transformé les engagements qu'ils ont pris depuis la COP21 en véritable action. Mais vraiment, vraiment très très peu. On peut penser par exemple aux Pays-Bas, et ça se comprend puisque la moitié du pays est sous l'eau, donc la motivation est forte, hein, les dégâts sont là aujourd'hui. Le Royaume-Uni, qui a une stratégie qui le revoit tous les 5 ans, donc qui lui permet de mettre à jour ses engagements. Mais à nouveau, c'est une île et il y a une vraie question d'adaptation aux événements climatiques que Laurence évoquait tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que peu de pays, vraiment très 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 peu, ont une stratégie pour le climat. Et la troisième chose, et je crois que Laurence y a fait un peu allusion, on n'y arrivera pas tout seul en France. La collaboration internationale, elle est essentielle. L'Union européenne, c'est 8% des émissions. Le G20, c'est 80% des émissions. Donc, clairement, il faut faire un pont entre des engagements qui peuvent être pris par la France et par l'Europe. Je crois qu'il faut être modeste aussi. L'Europe a du mal à imposer sa voix. Elle a besoin de le faire avec d'autres. Donc, on a besoin de beaucoup plus de dialogue et constructif que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et laissez-moi commencer par le premier point sur lequel je vais être rapide, puisqu'en fait, il a été évoqué avant. Comme vous savez, en fait, il n'y a pas de traité international sur ce que les pays, et ce sur à quoi les pays s'engagent à faire. Et c'était une des clés du succès de la COP21, de laisser chaque pays s'engager sur ce qu'il se pensait capable de faire, avec, et on a eu de nombreuses discussions dessus, un accord entre les pays du Nord et les pays du Sud, que les pays du Nord aideraient les pays du Sud, puisque le stock d'émissions, c'est le Nord qui en est largement responsable, le nouveau flux, c'est le Sud. Et je reviendrai là-dessus, mais je pense que d'une part, les engagements ne sont pas assez forts, et d'autre part, les pays individuellement, d'autre part, on n'a pas rempli ces 100 milliards d'aides, et à nouveau, je reviendrai. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais, il n'y a vraiment pas beaucoup de pays qui ont des stratégies compréhensibles. Si on regarde les estimations, il faudrait en fait qu'on arrive à baisser de chaque année les émissions du même montant que celui qu'on a vu, que la baisse à laquelle on a assisté pendant le confinement de Covid l'année 2020. Et clairement, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de voir.
On voit un certain découplage dans beaucoup de pays, mais absolument pas dans tous. Et une des raisons, c'est effectivement qu'il n'y a pas de stratégie. L'autre, c'est la timidité devant les outils. Moi, il y a certes une genèse à la Convention citoyenne, mais c'est quand même curieux de jamais avoir parlé de taxe carbone, parce que la vérité, c'est que c'est un sujet qui existe. Et si on ne parle pas des sujets qui fâchent, on n'avance pas sur les stratégies nationales et internationales. On produit à l'OCDE des prix du carbone, observés et effectifs. Donc, dans les effectifs, on va inclure aussi les taxes sur l'essence ou les taxes qui ne sont pas d'abord des taxes vertes, mais qui existaient avant. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à peu près la moitié des émissions des pays du G20 n'ont pas de prix. Et quand elles ont un prix, il est en général inférieur à celui qui permettrait de réduire fortement les émissions pour atteindre le net zéro en 2050. Évidemment, il n'y a pas que le prix et on regarde d'autres outils. D'abord parce que le prix peut avoir des effets qu'il faut compenser sur les plus vulnérables, mais Adrien en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ensuite, parce que la vérité, c'est que parfois on a besoin de prix et de réglementation, en plus des investissements dont parlait Benoît Leguet, et de la recherche et du développement. Alors, à l'OCDE, on est en train d'essayer de mesurer en fait un prix implicite du carbone qui serait, quand vous mettez une réglementation en place, de combien ça fait baisser les émissions. Bon, c'est plus dur à mesurer, il y a d'autres effets. Et ensuite, on a l'intuition que dans beaucoup de domaines, en fait, ça revient plus cher, que la réglementation est souvent un complément des prix. Par exemple, effectivement, si vous mettez une grosse taxe sur le carbone, c'est plus efficace si en même temps vous offrez non seulement un moyen de substitution, comme on l'a dit avant, mais aussi une réglementation qui dirige les investissements ou les achats vers les alternatives. Donc ça, il y a tout un travail à faire qu'on vient de commencer avec d'autres organisations internationales, mais ce qui montre bien qu'on a pris du retard. L'autre chose, et je pense qu'il est très important, c'est le soutien aux pays à bas revenus. Partie des négociations de la COP21, c'était 100 milliards que verseraient les pays avancés aux pays en développement par an pour les aider à décarboner. L'OCDE a mis à jour pour la COP26 ces mesures-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas aux 100 milliards. On y sera probablement plutôt vers 2023 que 2022. Et ça doit être par an. Et en fait, l'ambition était que ces 100 milliards croissent après. Et Laurence me corrigera si je me trompe, mais on avait dit que ça devrait être plutôt des dons que des prêts et des trucs comptables parfois un peu compliqués. Et je ne suis pas sûre qu'on y soit totalement aussi. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile, je pense, de faire bouger des pays à bas revenus. L'autre, et en fait, ça a été évoqué par les interlocuteurs, par les intervenants précédents, je pense que c'est la plus grande transformation économique de nos économies, de nos pays, depuis l'ouverture aux échanges commerciaux des années 90 et les nouvelles technologies de l'information. On sait que ces bouleversements vont bénéficier à certains, vont faire perdre d'autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a à la fois toute une stratégie environnementale à mettre en œuvre et une véritable stratégie économique pour favoriser le plus possible l'émergence de nouvelles entreprises et d'emplois, mais aussi pour prendre soin, reformer, rediriger tous ceux qui vont perdre en fait leur emploi ou dont l'entreprise va fermer et va bouger. Et c'est aussi un bouleversement territorial. On ne met pas des éoliennes forcément, en tous les cas, à moins de 300 mètres d'habitation. Elles doivent être dans des endroits où il y a du vent, donc on va les mettre en priorité sur les côtes. Donc il faut penser à tous ces bouleversements. Et c'est vrai que ça fait un peu gosse-plan, mais avoir une stratégie comme le fait le Royaume-Uni, qui est révisée tous les 5 ans, à la fois sur l'environnement et sur la façon dont on prend en charge, et on aide les personnes à faire une transition. Et en gros, si je le dis crûment, on ne répète pas les erreurs qu'on a fait avec l'ouverture aux échanges internationaux dans les années 90. Ça demande beaucoup de travail et on n'y est pas encore. Ensuite, et c'est à peu près le cas partout, je pense que les pays qui l'ont fait le mieux à nouveau, c'est ceux qui sont directement menacés aujourd'hui et qui donc ont besoin de mettre des stratégies d'adaptation en place. Donc pour finir, juste un mot, où est-ce qu'on en est dans la coopération internationale?
Je crois qu'il est juste de dire que le G20 a difficilement accouché à Rome de quelque chose, hein, quand on regarde ce qui a été fait avant, et que la COP26, et là, Laurence est mieux placée que moi pour en parler, mais a aussi des difficultés. Donc, on voit bien qu'à la mise en œuvre, en fait, prendre des engagements il y a 5 ans, c'était une chose, mais mettre en œuvre, ça devient plus compliqué. Maintenant, je voudrais finir sur une note positive qui est aussi celle du G20 de Rome, où le FMI, l'OCDE, l'Organisation mondiale du commerce se sont dit qu'on travaillait ensemble, en fait, sur ces prix explicites et implicites du carbone pour permettre de ne pas en fait remettre des barrières entre les pays, mais plutôt faciliter le dialogue entre les pays. Et c'est en fait quelque part l'impulsion positive de l'Union européenne avec sa taxe carbone et avec les mesures d'ajustement aux frontières qui ont permis en fait de faire réagir le G20. Et j'espère que ça va faire avancer les choses. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour cette analyse. On voit bien quand même, en échelle de valeur, les sommes en jeu qui sont phénoménales. Et au regard de ça, les engagements pris et concrétisés qui ne sont pas du tout nécessairement à la hauteur, hein. Vous avez parlé effectivement de l'engagement de 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres. Vous vous rendez compte, pour l'ensemble des pays pauvres, 100 milliards de dollars par an. Et au regard de ça, on a donc, ne fût-ce que l'Europe, qui a mis en place cette politique de pacte vert, de Green Deal, pour 1000 milliards de dollars. On voit bien un peu la disparité. Donc c'est un vrai problème. Et on bute toujours sur ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai retrouvé le nom de cet humoriste, c'est Jean-Yann, bien sûr, qui nous disait que tout le monde veut sauver la planète, personne ne veut descendre la poubelle. Ce à quoi j'ajoutais, on a de plus en plus de mal de trouver des ressources nécessaires. On va poursuivre. Merci beaucoup, Laurence. On va poursuivre avec vous, Adrien, sur ces questions-là, puisque vous voulez aborder un peu comment, y compris au niveau de la Convention citoyenne, hein, je crois, hein, c'est ça. Oui, mais je vais prendre un peu de recul oui. et parler de la Convention citoyenne à la fin. Je distinguerai 3 grands enjeux actuellement autour du climat. Mondial, européen et français. Le premier, donc je vais continuer ce qui a été évoqué par Laurence, on a un besoin de transfert des pays riches, des pays à haut revenu vers les pays à bas revenus pour financer la transition dans ces pays-là. Si vous voulez, si tous les humains avaient le même quota d'émissions, donc le même permis d'émission par humain, il y a des gens comme nous qui émettraient 10 fois plus que ce permis qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Et puis il y a des pays comme l'Inde qui émettent 2-3 fois moins. Donc, en quelque sorte, il faudrait des transferts des riches comme nous vers les pauvres dans les pays pauvres pour compenser le fait qu'on dépasse nos droits et qu'eux, ils ont des droits qu'ils n'utilisent pas. Et ce point de vue est partagé par bon nombre de gens quand on le demande, même dans les pays riches, sur le principe. Mais en pratique, la façon dont les négociations internationales sont faites font que chaque pays défend ses propres intérêts pécuniaires nationaux et les pays à haut revenu ne s'engage pas à verser les sommes qu'il faudrait aux pays à bas revenus. 100 milliards par an, ça fait 1/1000 du PIB mondial, alors que si on part sur le même droit à polluer pour chaque humain, on serait plutôt de l'ordre de 3% du PIB mondial, ce qui n'est pas non plus énorme de la part des pays à haut revenu. Ça voudrait dire des transferts de l'ordre de peut-être 8% des pays à haut revenu des PIB des pays à haut revenu vers les pays à bas revenus. Et les pays à bas revenus comme l'Inde ou les pays africains, il y a eu une déclaration de Dhaka, la capitale du Bangladesh, qui est à la tête d'un groupe de pays à bas revenus hier, pour exiger de tels transferts pour qu'ils puissent financer leur transition. Ils sont légitimes à le demander, ils n'ont pas les moyens de le faire sans. Et l'Union européenne, c'est qu'un dixième des émissions mondiales. Donc, si les pays à haut revenu ne font pas ce pas, on n'arrivera pas à la neutralité carbone. Donc, peut-être que le cadre des négociations entre États n'est pas le bon, et
un espoir pourrait venir de délibérations citoyennes. Actuellement, à la COP, la société civile a mis en place une assemblée qui s'appelle l'Assemblée globale, Global Assembly, qui réunit 150, il me semble, à peu près 150 citoyens tirés au sort dans le monde entier. Donc chaque humain avait la même probabilité d'être tiré au sort, et ces gens vont débattre de la politique climatique à mettre en œuvre au niveau mondial. Parce qu'actuellement, c'est de ça qu'on manque, c'est une politique climatique au niveau mondial. Espérons que de telles initiatives vont réussir à faire bouger les lignes. Maintenant, je passe au niveau européen. On a un plan assez génial de la Commission européenne, qui est le Pacte vert, qui est cohérent et avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone de l'Europe en 2050 et l'objectif de plus court terme de baisser les émissions de 55% d'ici 2030. Et ce, d'une façon assez juste de répartition de l'effort entre pays européens. En fait, le principal point qui manque dans ce pacte vert, selon moi, c'est précisément des transferts vers les pays à bas revenus. C'est le point noir. Et là, le gros enjeu au niveau européen, c'est que ce plan passe. Parce qu'il y a un gros risque qu'il se fasse démanteler par le Conseil européen, donc les chefs d'État et gouvernement, ou le Parlement, a priori plutôt le Conseil. Et ce plan prévoit notamment de mettre un prix sur quasiment toutes les émissions de l'Union européenne, donc en accord, encore une fois, avec ce que proposent par des économistes, comme le disait Laurence. Actuellement, il y a un prix des émissions sur les émissions industrielles du secteur électrique, et le plan de la Commission prévoit de mettre un prix également sur les émissions du secteur des transports et du chauffage. Et des pays comme la France s'opposent à cette tarification élargie proposée par la Commission parce que probablement le gouvernement français a peur d'un nouvel épisode de Gilets jaunes. Ce qui m'amène au troisième enjeu, qui est la question de l'acceptabilité politique des mesures climatiques, et en particulier pour le cas français. Donc la Convention citoyenne pour le climat a été créée en réponse à la crise des Gilets jaunes et au fait que le gouvernement français a accepté les demandes immédiates, les premières demandes des Gilets jaunes, qui étaient d'annuler la trajectoire à la hausse de la taxe carbone. Ça n'a pas complètement démotivé les Gilets jaunes, parce qu'en fait, le sujet de fond, c'était pas vraiment la taxe carbone, c'était le pouvoir d'achat, c'était la justice sociale. Et ça, le gouvernement n'y a répondu qu'à moitié. Et donc quand même bien conscient qu'il fallait quand même faire quelque chose pour la politique climatique, le gouvernement a réuni 150 citoyens tirés au sort. Et ces citoyens ont très bien travaillé, sont devenus en quelques mois assez experts dans le domaine et ont proposé 149 propositions, dont la principale est la rénovation thermique obligatoire de tous les bâtiments qui en ont besoin d'ici 2040. Qui est vraiment une proposition ambitieuse et qu'ils avaient prévu, dans un esprit de justice sociale, de financer, au moins pour les rénovations qui concernent les foyers modestes des classes moyennes, entièrement par l'État. Et le gouvernement a refusé d'accéder à cette demande. Alors peut-être pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des histoires d'offres à mettre en œuvre, je ne sais pas, mais en tout cas, les 150 étaient très déçus. Et ce, d'autant plus qu'il n'y a pas de vrai problème de financement, comme l'a dit Benoît Leguet. D'ailleurs, donc en fait, dans les 149 mesures retenues des 150, c'est essentiellement des mesures climatiques. Alors ça inclut quelques mesures qui apportent des recettes, mais à chaque fois dans un objectif de réduire les émissions.
En fait, le mandat des 150 était double. C'était de prévoir des mesures qui permettraient de réduire les émissions de la France de 40% d'ici 2030. Et la deuxième, c'est dans un esprit de justice sociale. Et pour une bonne partie, cet esprit de justice sociale était mis en œuvre dans des mesures de financement qui ont été proposées par les 150, il y en a à peu près 80, qui sont en plus des 149 mesures que tout le monde a retenues, parce que dans l'organisation de la CCC, de la Convention citoyenne pour le climat, ces mesures de financement n'étaient pas vraiment mises en avant. Et pourtant, elles forment un ensemble cohérent, parce que la fin du mois est importante avant la fin du monde. Donc, ces mesures, elles incluent quoi? Elles incluent des nouvelles taxes, par exemple taxes sur la publicité, taxes sur la nourriture nocive pour la santé. Elles incluent une taxe sur l'impôt sur la fortune, une plus grande progressivité de l'impôt, une tranche supplémentaire pour les revenus au-dessus de 250 000 € par an. À part des taxes, elle inclut faire recours à l'emprunt public, réorienter l'épargne par différents mécanismes assez précisément expliqués, par exemple recourir à l'épargne salariale, enfin différentes choses. Et quoi d'autre? J'en oublie beaucoup forcément. Mais l'idée générale, c'est que ces mesures de financement auraient permis que la transition se fasse dans un esprit de justice sociale. C'est d'ailleurs pour cette question de justice sociale que les citoyens ont refusé d'étudier la taxe carbone. Parce que la taxe carbone, quand on ne met qu'une taxe carbone, ça pèse de façon démesurée sur les ménages modestes qui dépensent une plus grande part de leurs revenus en taxe carbone. Ça peut être contré, cet effet, en redistribuant tout simplement les revenus de la taxe carbone à part égale à tous les citoyens. Dans ce cas-là, en fait, les ménages modestes y gagnent et les ménages les plus aisés y perdent. Mais ce mécanisme suscite la méfiance. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, le gouvernement ne respectera pas la promesse de verser l'argent aux ménages, ou bien juste ne croient pas au fait que ce que je viens de vous dire est vrai, que les ménages modestes y gagneraient, ou bien trouvent ça bizarre de taxer d'un côté pour redonner de l'autre, alors qu'en fait ça fait sens, puisque ce qui est important dans la taxe, c'est l'effet incitatif pour réduire les émissions, que celui-ci ne serait pas perdu. Bref, pour toutes ces raisons, la Convention s'est appliquée à proposer des mesures de réduction d'émissions qui ne passeraient pas par une taxe, mais bon, la tarification devrait arriver du côté de l'Union européenne. Donc, à la limite, les régulations, les obligations proposées par la CCC sont complémentaires de cette tarification au niveau européen. Et un mot pour finir sur donc le rôle de ces assemblées citoyennes. Elles avaient pour ambition de restaurer la confiance des citoyens envers la politique climatique, envers la façon dont les lois sont décidées. Et est-ce que ça a fonctionné? Pour ça, on a fait avec des collègues un sondage pour comprendre ce que les Français pensent de la Convention. Et ce qui est frappant, c'est que très peu de gens savent ce que c'est, la Convention citoyenne pour le climat. Peut-être une personne sur 5 a une assez bonne idée de ce que c'est. Quand dans le sondage, on demande aux gens si la Convention citoyenne a révélé ses mesures, seul un tiers est en mesure de dire oui, et qu'une personne parmi les 1000 répondants était en mesure de donner une des mesures. Donc, quand les gens ne sont pas au courant de cette initiative, on voit mal comment ça pourrait changer la confiance qu'ils ont. Et les gens, en fait, voient d'un mauvais œil la Convention citoyenne pour le climat, pas à cause des citoyens,
mais parce qu'ils ont un manque de confiance envers le gouvernement et en fait pensent que cette convention était une opération de communication du gouvernement qui ne retiendrait que les mesures qui lui plaisent. En un mot, une mascarade. Les 3/4 des gens pensent que la Convention citoyenne pour le climat n'était pas représentative de la population française et 70% pensent que des gens tirés au sort n'ont pas les capacités pour écrire la loi. Et sur ce dernier point, c'est intéressant parce que malgré ça, eh bien, il y a une grosse majorité de Français qui seraient favorables à l'instauration d'une chambre de citoyens tirés au sort, dotée d'un droit de veto sur les lois passées au Parlement. Ce qui veut dire que peut-être que les gens se disent des gens tirés au sort n'ont pas les compétences qu'il faut pour écrire la loi, mais peut-être que les parlementaires n'ont pas la légitimité suffisante pour écrire la loi, donc il faut un contrôle sur eux. Merci beaucoup. Merci. Vous avez chuté sur une phrase redoutable. Hein. Donc, juste une question. Ce sondage, vous l'avez effectué quand ? En fait, on a fait 2 vagues. Oui. Une première avant que les mesures soient annoncées, donc en avril 2019. 2019, c'est ça ? Oui. 2020 ? Non, c'est 2020 2019, plutôt. 2020, ouais. la convention. Ouais. Et une après qu'elles ont été annoncées, donc en septembre. Merci beaucoup. C'est intéressant et un petit peu terrifiant ce que vous disiez sur le fait qu'encore beaucoup de gens ne sont pas au courant, n'ont pas suivi tout ce processus qui quand même nous concerne tous. Oui, je parlais de la deuxième vague. La deuxième vague, oui. Bon, est-ce que vous avez évoqué, c'est très important, sur le besoin de justice sociale, le besoin de se faire représenter. Ça nous fait un lien avec Florent, qui est donc vice-président de la commission nationale du débat public. Dans le débat public, on est en plein dedans. Et on ressent bien quand même que c'est un peu protéiforme, mais tout le monde, beaucoup de gens se demandent comment faire. Je fais juste une parenthèse pour vous dire que j'ai reçu bien sûr des questions et je les poserai tout à l'heure à nos intervenants. Voilà, donc Florent, à vous pour nous expliquer un petit peu les différentes formes de participation de nos concitoyens à la vie et à la décision politique, hein, puisqu'en gros, on peut être parlementaire et incompétent et citoyen, avoir de bonnes idées, mais pas pouvoir les faire passer, hein, si j'ai bien compris. Oui, expliquer, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer d'élaborer des pistes. D'ailleurs, je commence par vous remercier, vous les organisateurs, hein, pour ces journées. Je suis ravi à titre personnel d'être à Lyon, puisque c'est la ville de mon enfance. Bref, je vais essayer de faire très très court, parce que je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer vraiment de centrer au maximum mon propos, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé réagir, notamment à ce que tu viens de dire sur une institution qui serait une assemblée citoyenne du futur, puisque je fais partie du collectif d'auteurs qui avait publié en 2017 un livre faisant cette proposition. Donc c'est quelque chose que je défends depuis longtemps et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc je vais essayer de faire très court. Donc moi je ne vais pas parler d'économie, hein, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, et il vaut mieux pas d'ailleurs. Donc, comme vous l'avez dit, je suis vice-président de la CNDP. Donc, avant de vous répondre sur ce que je vais appeler les mini-publics, c'est-à-dire ces assemblées citoyennes tirées au sort, qui sont des mini-publics, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon, je vais juste dire un mot sur la CNDP, puisque nous avons tous ici, dans cette salle, hein, vous, moi, mes collègues, et même en dehors de cette salle, nous avons tous un droit fondamental qui est constitutionnel depuis 2005 et qui est inaliénable. C'est le droit de participer directement aux décisions qui impactent l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant que vous avez ce droit, mais tout le monde l'a. C'est un droit qui émane des conférences internationales, qui émane de la Charte de la nature, de Stockholm et de Rio, hein, de son principe 10, qui était à l'époque formulé sous forme de principe, hein, que la meilleure façon de traiter les questions environnementales, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont concernées par ces questions de participer à l'élaboration de ces décisions. Suite à ça, dans les années 90, il y a la Convention d'Aarhus, qui est un des seuls traités contraignants en la matière, qui transforme ce principe en droit, donc en droit individuel et procédural, qui a été inscrit dans la Constitution française en 2005. Donc toute personne a le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement. Toute personne a le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement. Bien entendu, quand je dis ça, c'est en dehors des élections. Et donc la France a instauré une autorité indépendante, hein, c'était le gouvernement Chirac en 1995 à l'époque, qui crée la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, qui est l'autorité indépendante qui veille, qui défend ce droit et qui veille à l'application de ce droit. Donc
Comment elle fait? En fait, elle est saisie de manière obligatoire. Hein. Tout ça est assez réglementé par la loi. De tous les grands projets d'infrastructure soumis à évaluation environnementale, c'est-à-dire qui impactent l'environnement, ou d'un certain nombre de politiques publiques, de grandes politiques publiques, comme les plans et programmes, comme la PPE, enfin la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PAC, la politique agricole commune, le plan national de gestion des déchets et des matières radioactives et quelques autres. Donc tout ça passe par la CNDP, et lorsque la CNDP entre en ligne lorsqu'elle a les clés de ces dispositifs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide du dispositif participatif le plus adapté à mettre en place. Et puis parfois, elle l'organise elle-même. Elle veille aussi à l'accès à que l'information la plus complète et accessible, enfin, soit publique, la transparence de l'information, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. Et ensuite, elle organise la reddition des comptes, c'est-à-dire le moment où le décideur rend des comptes au public qui a participé, lui explique la décision, ce qui est repris de la participation et ce qui n'est pas repris, et justifie pourquoi ce qui n'est pas repris n'est pas repris. Donc voilà ce que fait la CNDP. En gros, depuis 1995, elle a donc décidé et organisé plusieurs centaines, presque 400 dispositifs participatifs, dont une centaine qu'elle a organisés elle-même. Et à l'intérieur de tous ces dispositifs participatifs, donc c'est pas moi qui les ai organisés tout seul, d'autant plus que je suis à la CNDP que depuis 2018, mais à l'intérieur de tous ces dispositifs participatifs, j'ai compté avant de venir, il y a eu à peu près 25 dispositifs de mini-public, c'est-à-dire des dispositifs d'assemblée tirés au sort à l'intérieur d'un dispositif participatif plus large. Donc en France, si je ne compte pas la convention climat qui n'a pas été organisée par la CNDP, il y a eu à peu près 25 conventions de ce type qui ont été organisées sous des formes très différentes. Il y a eu par exemple le G400 qui était un sondage délibératif de 400 personnes tirées au sort qui avaient délibéré pendant l'élaboration de la politique énergétique. Il y a des conférences citoyennes de type conférence de consensus, c'est ce qui avait été organisé par CIGEO lors du débat public sur l'enfouissement des déchets radioactifs, puis toutes sortes vraiment d'autres dispositifs qui vont vraiment de la conférence de consensus au jury citoyen, donc vraiment toutes sortes de dispositifs qui ont été organisés en France depuis 25 ans, donc on a quand même un certain retour d'expérience, même si vous comprenez bien, et je vais revenir sur ce point, que l'exercice de faire un dispositif participatif qui veille au respect de l'application d'un droit que tout le monde a, est quand même un peu différent de l'organisation d'un mini-public qui sélectionne les personnes qui ont le droit de participer et donc qui méconnaît le droit de participer à ceux qui ne sont pas sélectionnés. Donc c'est un exercice un petit peu différent que nous utilisons quand même parce qu'il a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. Mais quand même beaucoup d'avantages. Certains dispositifs sont organisés en dehors de la CNDP. C'est le cas de la conférence, enfin de la Convention citoyenne pour le climat, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais on pourra revenir si vous le souhaitez. Et ces dispositifs, lorsqu'ils sont organisés en dehors de la CNDP, en général, voilà, ils veillent quand même à l'application d'un certain nombre d'éléments fondamentaux, comme le fait qu'il y ait un garant qui soit indépendant du décideur, qui est un mandat clair du mini-public, de l'Assemblée tirée au sort, et qu'il y ait une reddition des comptes à la fin, c'est-à-dire que le décideur veille à rendre des comptes aux personnes qui ont participé à ces mini-publics. Avantages, inconvénients de ce type de dispositif. Alors, des avantages, il y en a vraiment plein, mais il y en a deux qu'il faut mettre en avant. Le premier, c'est très précisément que le fait d'être sélectionné, ça garantit une forme de ce qu'on appelle une diversité cognitive. C'est-à-dire qu'il y a autour de la table des profils extrêmement variés par ce mode de sélection par tirage au sort, et les assemblées qui sont tirées au sort ont une diversité cognitive bien supérieure que les assemblées de volontaires ou les assemblées d'élus, par exemple. On retrouve des profils extrêmement similaires et des arguments qui reviennent, qui sont souvent les mêmes. Donc ça, c'est un avantage qui est plutôt épistémique, mais il y a un autre avantage qui est le nombre. En fait, le fait d'avoir un petit nombre, de faire une assemblée qui peut aller de 10, 20, 30, 100 ou 400 personnes, qui est le maximum qu'on a fait, ça permet d'appliquer des techniques de délibération qui, en gros, font varier des débats en plénière et des travaux d'approfondissement en petits groupes. Ça permet de garantir une information variée et contradictoire, et ça permet aussi de débattre avec des experts qui sont invités
et avoir des experts qui présentent des points de vue différents. Donc ces méthodes, qui sont des méthodes délibératives, permettent aux personnes qui vivent cette expérience de bouger sur le sujet. On sait très bien que, par exemple, les conventionnels de la Convention climat ont adopté des positions à la fin qui étaient complètement différentes de ceux qui pensaient au début. Parce que ces personnes ne vont pas vers un consensus. Elles vont pas vers, non pas vrai, c'est pas vers un consensus qu'elles ne vont pas, elles ne passent pas des accords entre elles. En fait, elles font ce qu'on appelle une polarisation de groupe, c'est qu'elles bougent ensemble, elles évoluent ensemble, elles font un travail où l'ensemble des membres de ces mini-publics, de ces assemblées, bougent, font un travail d'évolution vers une position commune. Mais tout le monde bouge, tout le monde fait un travail de transformation de ses positions. L'inconvénient de ces mini-publics, de ces dispositifs de mini-publics, c'est très précisément qu'elles se passent du public, elles se passent des autres, elles se passent du reste de la population. Et c'est l'enjeu c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a vu avec la conférence climat, et c'est exactement ce que tu viens de dire, et ce sondage est assez intéressant, elle le montre, c'est que et c'est aussi ce que disait Laurence Tobiana au début, lorsqu'on veut appliquer des dispositifs à la hauteur des enjeux ou des politiques publiques à la hauteur des enjeux, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut embarquer l'ensemble de la population, ou il faut embarquer une grande majorité de la population. Embarquer la population, c'est un enjeu démocratique, mais c'est aussi un enjeu climatique, un enjeu environnemental fondamental. Et le problème de ces mini-publics, c'est que eux parcourent un chemin, ils font ce travail de délibération où ils bougent et ils aboutissent à des positions qui sont favorables à l'environnement, mais le problème c'est et les autres. Et quid de ceux qui ne parcourent pas ce chemin, qui sont le grand public, qui sont la majorité de la population, le public. Alors il y a des possibilités de remédier à ces problèmes, hein, c'est de faire ce qu'on appelle des dispositifs hybrides où il y a des allers-retours entre le public et le grand public, ou de ponctuer ces dispositifs de mini-public par un référendum. C'est ce qui s'est passé en Irlande, et d'ailleurs ça a été un succès dans les deux cas, parce que de ponctuer par un référendum ces dispositifs, ça permet à ce que la délibération qu'ils vivent, que ces 150 personnes vivent, mais ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 400, rentre dans la sphère publique et engage l'ensemble du corps électoral et de la population. Mais l'enjeu, c'est bien celui-là, c'est d'embarquer l'ensemble de la population, de ne pas embarquer juste un mini-public, que ce soit 150 personnes ou plus. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est pour le reste de la discussion et du débat. Merci beaucoup Florent. Je vais maintenant retenir quelques-unes de vos questions, il y en a eu beaucoup, je voudrais un peu les diriger vers les intervenants. Juste une précision sur ce que tu viens de dire là, sur l'Irlande. C'est vrai que ce référendum est un marqueur important parce que c'était sur un sujet de société très clivant, qui est le droit à l'avortement, et finalement, ça a été, dans un pays très catholique, et finalement, ça a été adopté. En Irlande, ils le font plusieurs fois, ils l'ont fait à différentes reprises, et effectivement, ça a été un succès sur plusieurs sujets, dont le mariage homosexuel et l'avortement, où c'est un mini-public, je ne sais plus s'ils étaient 100 ou 150 personnes, avec un budget bien moindre d'ailleurs que la conférence climat, et ils ont décidé d'aller jusqu'au référendum. Donc du coup, la délibération qu'ils ont vécue a été installée dans la sphère publique et a été énormément suivi par les médias. Et lorsque l'on sait qu'à la fin, le choix nous revient, on suit davantage la délibération, on se sent davantage impliqué dans la délibération. Donc ça a été effectivement un succès. Tu as mentionné aussi la conférence citoyenne globale. Je sais que la conférence citoyenne globale, qui aussi a un budget qui est 4 fois ou 5 fois moindre que la Convention citoyenne française pour le climat, a ce souci d'ouvrir et d'élargir et de tenter à ce que la délibération ne reste surtout pas au mini-public et à l'Assemblée des 100 personnes tirées au sort. Merci. Il y avait une question pour toi, Benoît, que j'ai au tout début, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir, d'anticiper un tout petit peu, aller au-delà de l'exercice budgétaire impliqué. Et l'un d'entre nous dit, mais il me semble que quelqu'un est chargé de ça, non ? C'est le commissariat au plan, ça existe ça ? Un certain François Bayrou qui a été réhabilité pour faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Bayrou ? Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il... Voilà, Alors, il y a bien un commissariat au plan qui est censé anticiper ce qui va se passer dans la société française. Oui, c'est ça. Alors, il y a un commissariat au plan qui pourrait peut-être pas produire le budget, mais disons produire un mode de production de la stratégie climat de la France,
qui permettent accessoirement de co-construire cette stratégie, non seulement avec l'administration, avec les différents départements ministériels, mais aussi avec les acteurs qui vont la mettre en œuvre. Hein, je pense aux entreprises, aux salariés, aux ménages, aux collectivités. Mais là, si on reste sur des questions budgétaires, pour moi, la maison du budget, c'est quand même le Parlement, c'est quand même sa prérogative numéro 1. Et donc, c'est cet organe qui doit se prononcer. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Florent, qui n'appelle pas de réponse immédiate. Est-ce que la CNDP organise des débats sur le budget, justement? Parce que, pour te donner le pourquoi de ma question, quand nous, on a fait une analyse environnementale du budget de l'État. On a trouvé 250 mesures dans le budget de l'État, dans un PLF normal, un projet de loi de finances normal, qui avait un impact significatif à la hausse ou à la baisse sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc j'en déduis que le PLF a un impact environnemental, et donc j'en déduis, en t'écoutant bien, que j'ai le droit de participer au débat public. Voilà, là-dessus. Je réponds directement ou Vas-y. Alors, non, parce que le PLF n'est pas soumis à évaluation environnementale. Donc, enfin, voilà, c'est pour des questions réglementaires. La CNDP ne peut pas s'autosaisir, c'est-à-dire que c'est jamais nous qui décidons sur quoi on organise des débats. Il faut soit que l'on soit saisi par les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, hein, parce qu'un projet d'infrastructure, par exemple, peut être par un porteur privé, soit par le gouvernement. C'est jamais nous qui pouvons décider. Et voilà. Merci. Adrien, j'ai au moins 2 questions pour toi sur la Convention. Il y en a une qui dit: pourquoi des personnes tirées au sort seraient-elles plus légitimes que de personnes élues pour représenter des citoyens et écrire la loi? Il y a également la Convention citoyenne sur le climat n'est-elle pas une façon de déposséder le Parlement de ses prérogatives sur le climat? On tourne autour de cette idée, et il y a quelqu'un qui dit aussi: mais attendez, on peut très bien s'exprimer, il suffit de voter. Oui, alors il y a 2 raisons pour lesquelles, pour bon nombre de politistes, de chercheurs, de gens qui réfléchissent au sujet, les gens tirés au sort seraient plus légitimes. Moi, je m'intéresse à la question de la représentativité. Donc, il y a des questions épistémiques que Florent a traitées. Sur la représentativité, d'une part, les parlementaires sont quasiment tous issus de la même classe sociale, sont tous riches, globalement. Il y a très peu de jeunes parmi eux, etc. Donc il y a un manque de diversité sociale par le fonctionnement normal des élections. Alors bon, par exemple, certaines chercheuses comme Julia Cagé proposent des solutions pour forcer la représentativité sociodémographique par l'élection. Ce serait une solution. La deuxième raison, c'est notre système électoral. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des parlements beaucoup plus représentatifs. Je pense à l'Allemagne, par exemple, qui a un système proportionnel, un système proportionnel intelligent qui permet aussi que chaque localité soit représentée. En France, c'est pas le cas. Donc, on a un parti, La République En Marche, qui fait 20-25% aux élections et qui a la majorité absolue des sièges. Donc, voilà pourquoi, tout simplement, les parlementaires sont moins légitimes pour représenter les Français que des gens tirés au sort. Florent, oui. Je ne sais plus quelle était vraiment la question, excusez-moi, mais ça me donne envie de réagir et de rebondir à ce que chaque mode de sélection a des avantages et des inconvénients. L'élection est un mode de sélection. L'avantage est bien connu, c'est que ça permet aux personnes qui sont élues de rendre des comptes aux personnes sur qui s'exercent ces décisions. C'est quand même un avantage, c'est pas rien. Par contre, ça a des inconvénients. Pierre Rosanvallon avait rédigé un article que vous pouvez retrouver qui était publié dans votre journal Le Monde. S'il y a des étudiants dans cette salle, j'invite à ce qu'ils aillent regarder. Ça s'appelle « Sur la myopie des démocraties ». C'est-à-dire que les démocraties électives, parce que justement elles reposent sur l'élection, ont tous un problème, un biais, c'est qu'elles sont myopes. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans les enjeux de long terme parce que le rythme des échéances électorales fait qu'il faut avoir... pour être réélu, cela nécessite de mettre en place des éléments qui ont des répercussions à très court terme, ce qui fait que les enjeux de long terme, comme le climat par exemple, sont un petit peu hors de vision des démocraties électives, elles sont myopes. C'est un article qui s'appelait « La myopie des démocraties » dans le journal Le Monde. Donc ça a des inconvénients.
Le tirage au sort a aussi des avantages et des inconvénients. Alors effectivement, je me suis plutôt attardé sur les avantages et les inconvénients épistémiques, mais en termes aussi démocratiques, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça permet à toute personne de pouvoir être désignée à chance égale, ce qui n'est quand même pas le cas d'une élection. On sait très bien que pour se présenter à une élection, il faut un capital social, un capital culturel, un capital éducatif, un talent oratoire, etc. Ce qui n'est pas le cas pour le tirage au sort. L'autre avantage, c'est que lorsque l'on est tiré au sort, on n'est pas soumis à un enjeu de réélection, donc on est moins soumis justement à cette pression du court terme. On est aussi moins soumis au poids des lobbies, puisqu'on n'a pas d'enjeu de réélection, ni on peut en plus bouger plus facilement, changer d'avis plus facilement, parce qu'on est moins affilié à un parti, à une ligne définie de l'extérieur. Donc ça a aussi des avantages. Ça a des inconvénients absolument énormes aussi, qui sont le fait que les personnes tirées au sort ne rendent pas compte auprès du public, et puis surtout, il ne faut pas confondre représentativité et représentation. Une assemblée tirée au sort peut avoir une représentativité supérieure, c'est-à-dire qu'elle va avoir une représentativité statistique. Elle va ressembler à une petite France. D'ailleurs, c'est comme ça que le présentaient les organisateurs de la conférence climat. Par contre, ce n'est pas une représentation, c'est-à-dire que les personnes qui parlent ne parlent pas au nom d'eux. Et d'autant moins que comme elles délibèrent et qu'elles changent, qu'elles bougent pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure, elles construisent une sorte de gap, ce que Christine Lafont appelle des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis, c'est-à-dire il se crée avec ces mini-publics un gap, un saut de plus en plus important entre le eux et le reste du public pour des raisons que l'on a dit tout à l'heure. Donc on ne peut pas parler de représentation, mais seulement de représentativité. Merci. Moi, j'aurais une question pour Adrien, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'Europe et du pacte européen. Est-ce que c'est envisageable d'avoir une attitude commune sur le sujet, quand on sait que, en raison de l'égoïsme sacré des nations, chaque pays a sa politique? Je veux dire, est-ce que la Pologne et son charbon est en mesure de faire les efforts qu'il faudrait? D'autres pays aussi, bon, nous on a le nucléaire, mais est-ce qu'on sent une force de consensus européen pour parvenir à des mesures concrètes et positives sur le dérèglement climatique? Est-ce qu'on peut espérer ça? Je ne saurais pas faire de pronostic. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le plan de la Commission, il y a des transferts entre pays, oui. Donc des pays vers la Pologne, par exemple, pour que ces pays-là aient intérêt à accepter le pacte. Et les transferts sont faits de façon assez juste. Il y a une question qui est très générale. Bon, elle dit, face aux échecs répétitifs des conférences nationales et internationales sur le climat, le constat malheureux est que rien ne se fera avant que les humains soient en danger d'extinction avancée. À ce moment-là, seulement les dirigeants politiques pourraient prendre des décisions radicales et coercitives, comme en période de guerre, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d'une façon significative. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? D'abord, peut-être qu'un élément d'espoir quand même, au fur et à mesure, j'ai dit tout à l'heure que ça fait 50 ans qu'il y a urgence, mais quand même ça progresse. Et c'est vrai qu'avec tous ces défauts, je crois qu'on peut dire que la conférence de la COP21 de Paris a été quand même une avancée significative, puisque pour la première fois, on a pris des engagements fermes. Alors il fallait les tenir, c'est une autre paire de manches. Et c'est vrai que souvent, et ça vaut dans ce domaine comme dans d'autres, il y a toujours la difficulté entre l'écologie et l'économie. Qui doit l'emporter? Et souvent, on a parlé tout à l'heure, par exemple, des dispositions prévues sur la pub à la télé pour les enfants, etc. Ça a été retoqué, non pas par des opposants, mais simplement parce qu'il y a le lobby des publicitaires à la télévision, soutenu d'ailleurs par les dirigeants de chaînes de télévision, qui disent surtout pas, parce que sinon vous m'amputez de centaines de millions d'euros de recettes. Donc, voilà un exemple. Mais je reviens sur cette question qui est très générale, et je la mets en rapport avec une autre qui a été posée, c'est qu'effectivement, quid de la démographie, qui est un élément important. Je rappelle que dans le rapport Meadows, sur la limitation, le besoin sans doute de limiter la croissance au regard de ressources qui ne sont pas disponibles à l'infini, il y avait ce volet aussi. Il disait, attention, est-ce qu'il n'y a pas un problème à avoir? Et c'est vrai que, pour vous situer, en 1987, nous étions 5 milliards sur Terre. En 2050, nous serons 10 milliards. Pour autant, ce n'est pas pour ça que ça va continuer à progresser. On va passer à 10 ou 15. Si on prend les statistiques de l'ONU, on reste à ce plateau et ça diminue. Et on voit qu'un certain nombre de pays
sont en train de régresser, ne fût-ce que par le problème du vieillissement et autres. Et la Chine, qui compte actuellement 1,4 milliard d'habitants, même à peu près la même chose que l'Inde, commence à voir sa population diminuer. Plus d'autres populations qui diminuent pour le vieillissement, et notamment en Europe, hein, l'Italie et la Russie, etc. Voilà, donc, mais je ne pense pas qu'il faille en arriver à une extinction de la race humaine pour se décider à la sauver. Peut-être quand même qu'on peut faire un certain nombre de choses, mais seulement il faut faire vite, c'est vrai. Je disais toujours tout à l'heure que le marqueur, et on en parle régulièrement, c'est 2030 et 2050. 2030, encore une fois, c'est très très bientôt. Donc il faudrait qu'il sorte quelque chose, à mon sens, de beaucoup plus concret de la COP26 que ce qui est en train de se préparer. Je parlais tout à l'heure de la déforestation telle qu'elle a été évoquée, non pas à la COP26, mais au G20 de dimanche. Ce sont encore des engagements, mais des engagements, et pendant ce temps, la forêt brûle. Vous voulez revenir sur ce... Je peux intervenir, hein? Je crois que vous m'avez oublié sur mon écran. De quoi, Je crois que vous m'avez oublié sur mon écran. Non, mais... Oui, vous êtes là, Laurence. Je pense que Laurence Tubernet est repartie, elle avait un engagement à midi. Oui. Mais je voulais vous inviter effectivement à rebondir sur ce qui s'est dit. Oui. D'abord, je rebondis sur la déforestation. C'est un engagement de la COP26 et c'était pas quelque chose qui a été pris au G20. Mais de toute façon, ça fait aussi partie des stratégies. Il y a vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister. Il faut arrêter d'opposer l'écologie et l'économie. C'est absolument pas comme ça qu'on va arriver à faire la transition. Ce qu'on fait ce qu'on essaye de faire maintenant et ce que les gouvernements essayent de faire, c'est effectivement d'avoir des stratégies de transformation de nos économies qui sont des transformations pour émettre moins. Mais c'est des transformations économiques. Je vais vous prendre un exemple que je donne souvent pour qu'on ait une réalité devant les yeux. L'Allemagne qui ferme ses mines de charbon dans la région de Westphalie, c'est 77 000 emplois directs ou indirects et des investissements et un coût total de transformation de cette région économique avec des nouvelles infrastructures pour attirer des entreprises qui va s'élever à presque de 50 milliards d'ici à 2038. C'est ça la transformation. Donc il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas un truc qu'on fait avec un ministère de l'Environnement dans un coin. C'est quelque chose qui doit se retrouver auprès du Premier ministre ou auprès du ministre des Finances parce que ça touche tout. C'est des investissements, c'est de l'électricité, c'est des hommes qui doivent changer de métier, c'est des entreprises qui vont changer de teneur, d'utilisation d'énergie, c'est des nouvelles infrastructures, c'est des déplacements territoriaux, c'est de la formation, c'est de l'éducation à l'école, c'est des grilles électroniques pour arriver à avoir un optimum entre la demande et l'offre. Ce n'est pas un truc sur le côté, c'est une transformation en profondeur de nos économies qui touche l'ensemble d'un gouvernement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête et je voulais absolument finir là-dessus et aussi dire qu'il faut engager les citoyens complètement. À mon sens, jamais opposer démocratie et tous les compléments qu'on peut avoir, que ce soit de la délibération ou que ce soit de l'économie participative, de la démocratie participative. Il faut absolument engager tout le monde à tous les niveaux, local, régional, national, à l'école, à nouveau dans la formation, mais vraiment se dire qu'on n'a pas d'un côté les pro-environnement et de l'autre le reste du monde, ça me paraît hyper important. Voilà, merci. Merci Laurence. Vous nous avez formulé le mot de la fin. On va peut-être arrêter là en remerciant nos intervenants et en respectant le délai qui nous est imparti. Merci à vous tous pour vos questions. Et je vous donne rendez-vous donc le 12 novembre pour essayer de faire entre nous et chacun pour soi un premier bilan de ce qui s'est dit et des avancées concrètes qui seront certainement sorties de cette conférence. Merci Laurence, merci à vous tous et à très bientôt. Bonne journée.